La jungle est-elle devenue folle? Qu'est-ce qui a bien pu pousser ce troupeau de buffles à attaquer ce groupe de lions affamés? Le roi de la jungle est à l'affût. Ce qui va suivre est une scène classique au cœur de la brousse kenyane. Ce buffle esselé de 500 kg est la proie d'une bande de lions. Après quelques minutes de lutte, le buffle s'effondre, les félins n'ont plus qu'à l'achever. Quand j'ai vu les lions attaquer le buffle la première fois et qu'ils lui ont grimpé dessus, je me suis dit, c'est terminé. Le calvaire du buffle dure depuis déjà plusieurs minutes. Les crocs déchirent sa chair. Mais les félins, des jeunes lions d'environ 2 ans, ont du mal à tuer leur proie. On commence à avoir très peur pour le buffle, mais en fait, un buffle c'est très résistant. Et comme il n'y a pas de lion adulte, pour achever le buffle, ils vont devoir faire le baiser de la mort, comme on appelle. C'est le lion, souvent un lion mâle, qui prend le buffle par le museau et qui le maintient. Il faut environ 10 minutes pour pouvoir tuer le buffle de cette façon. Le baiser de la mort, c'est cela. Mais 10 minutes, c'est long. Suffisamment en tout cas pour permettre au troupeau de buffles de se regrouper et d'agir. Un des leurs est en péril. L'esprit de communauté, de clan, va alors les pousser à oser défier les lions. Ils s'approchent, mais les lions n'y font guère attention. Trop occupés d'abord à mordre leur proie, mais surtout incapables d'imaginer la suite des événements. Des buffles qui attaquent des lions, j'ai jamais vu ça de ma vie. D'ailleurs, ça se voit très rarement. J'ai eu de la chance d'être au bon endroit au bon moment. On voit l'attaque du troupeau et qui est commandé par le mâle adulte. Il sait qu'il a derrière lui tout le troupeau de buffles, donc il n'hésite pas à attaquer et tout de suite il essaie de donner un coup de corne. La corne des buffles est une arme très redoutable. Elle est capable de transpercer le lion sans problème. Devant une telle menace, les lions s'enfuient, abandonnant leurs victimes. Dans quel état se trouve-t-elle? Reste-t-il un espoir? Les buffles n'hésitent pas alors à le lécher, à le bousculer pour le sortir de sa torpeur. Il ne bougeait plus. Il était mort, évidemment. Pour nous, comme pour les buffles, qui, vous le voyez, ont décidé de le laisser. Ils sont partis. Oui, mais voilà, ce buffle n'est pas à l'article de la mort. Il n'agonise pas, il n'est qu'en état de choc. Ce cri est en quelque sorte le signe de son réveil, une renaissance. Il se relève. Regarde, il est debout. Il s'est levé, regardez. Je ne pensais pas qu'il allait se lever. Il s'accrochait. Je revois encore et encore cette vidéo et je n'arrive pas à croire qu'il s'est relevé après tout ça. Trop jeune, trop tendre, manque d'expérience et de force, ces lions n'ont donc jamais réussi, même à plusieurs, à tuer leur proie. Mais soyez-en sûrs, dans quelques mois à peine, ces jeunes fauves arriveront à leur fin. En attendant, les blessures du buffle sont superficielles. Il va dès lors retrouver son troupeau. Les lions, eux, devront trouver un autre déjeuner. Un manège réservé aux adultes amateurs de sensations fortes, beaucoup trop fortes. Ce couple de Californiens est venu passer son dimanche dans un parc de loisirs. Leur programme, profiter de toutes les attractions, même les plus terrifiantes. Pourtant, Rhonda, la jeune femme, regrette déjà son audace. Non, je ne peux pas faire ça. Mais si, tu vas adorer. Non, je ne pense pas. Tu vas adorer, fais-moi confiance. Ce manège-là, le siège éjectable, remporte un immense succès auprès des touristes. Son principe, une combinaison de saut à l'élastique, de cordes à sauter géantes et de centrifugeuses. La nacelle, fixée au sol, est détachée, puis violemment propulsée dans les airs à 90 km/h. La cerise sur le gâteau, une caméra embarquée qui permet à chacun de repartir avec la vidéo de son exploit. Celle de Rhonda est exceptionnelle. Accrochez-vous, c'est parti. Rhonda est en train de vivre un véritable calvaire. Mais regardez bien, ce n'est pas encore fini. Une secousse plus brutale que les autres l'a fait glisser sous l'une des sangles de sécurité. Chuck, son ami, n'a aucune réaction. Les chocs répétés l'ont complètement sonné. Il semble incapable de lui porter secours.
La nacelle s'immobilise enfin. Après ce voyage tumultueux, Rhonda retrouve la terre ferme, indemne. Quelques jours plus tard, elle revient sur cet épisode mouvementé. J'étais contente de toucher le sol. Je n'arrive pas à croire que je suis montée là-dedans et qu'il m'ait convaincue de faire ça. J'étais sûre que j'allais glisser sous le harnais et m'écraser au sol. Pourtant, c'était impossible. Un autre harnais, non visible sur ces images, retenait la taille et les jambes de Rhonda. Si je n'avais pas glissé sous le harnais, je me serais presque amusée. Ça peut paraître dingue, mais j'ai quand même aimé ça. Un manège tout de même réservé aux amateurs de sensations fortes. Peur sur la ville. Un cargo ivre affole la Nouvelle-Orléans. Ses 120 000 tonnes détruisent tout sur leur passage. En pleine de Noël, à quelques jours du réveillon, le centre commercial de la Nouvelle-Orléans est bondé. Lèche-vitrine, mais aussi balade sur les quais du Mississippi. Des quais qui, ce 14 décembre 1996, vont trembler. On entendait les gens crier et j'ai tout de suite pensé, mon Dieu, une bombe. La bombe, la voilà. Un monstre d'acier de 230 mètres de long et de plus de 100 000 tonnes. À 25 km/h, il fonce sur le quai du centre commercial. Le cargo n'a plus de frein ni de direction. Le capitaine a juste le temps de lancer ce message. J'ai perdu la puissance des moteurs. Prévenez tout le monde sur le port. J'ai entendu une sirène, j'ai levé les yeux et j'ai vu un énorme bateau arriver directement sur le centre commercial. Alors comment et pourquoi le Brightfield se retrouve-t-il dans cette situation? L'accident dont a été victime le navire, c'est un défaut de lubrification du moteur principal. La machine s'est mise au ralenti et de ce fait, le gouvernail est devenu beaucoup moins actif et le bateau a perdu ses capacités à gouverner. Il faut savoir que le navire descendait la rivière, donc avait un courant important, je m'excuse du terme, mais dans le cul, qui le portait vers l'aval. Il s'est trouvé très vite dans une situation quasiment catastrophique. Le pilote a bien essayé de changer de cap afin d'éviter le port. Mais il lui manquait du temps pour que ça marche. À cette vitesse, 3 km sont nécessaires à l'arrêt du cargo. Là, le Brightfield est à moins de 300 mètres du quai. Trop tard pour envoyer des secours. Aussi, le capitaine tente une dernière manœuvre. Les seuls freins qui existent sur un navire, c'est la machine quand on la met en arrière, les remorqueurs quand on assiste, mais là il n'y avait pas de remorqueur présent, et les ancres éventuellement pour arrêter le navire. On voit que le commandant tente avec le pilote une manœuvre un peu désespérée, logique tout au moins, de jeter les ancres pour freiner le navire. Ceci étant, les ancres ne partent pas toujours au bon moment et ne crochent pas toujours là où on le souhaiterait. Le navire arrive à redresser sa course, peut-être parce qu'il y a eu des actions combinées qui font qu'il s'accoste brutalement, mais pratiquement parallèlement au quai. Une ancre va donc permettre au bateau de pivoter. Non seulement le capitaine a évité un paquebot de croisière et un bateau casino bondé de parieurs, mais l'angle du choc n'est plus frontal mais latéral. Car il faut s'y résoudre, l'accident est désormais inéluctable. Le pilote a actionné sa sirène à plusieurs reprises, ce qui pour nous, dans le milieu maritime, est un signe de danger. Il n'est pas certain que les gens à terre aient compris cela comme un signe d'avertissement. À terre, justement, c'est la panique. Dans le centre commercial, plusieurs milliers de clients désemparés, en état de choc, tentent de fuir sans même savoir ce qui leur arrive. L'immeuble a tremblé, le carrelage tombait, les magasins s'écroulaient. Il y avait des gens qui saignaient, blessés par des morceaux de verre. Et puis j'ai senti une odeur de gaz, je savais qu'il fallait partir et vite. Le Brightfield est désormais totalement stoppé. C'est l'heure du bilan. Finalement, une centaine de personnes seront blessées, mais rien d'irréversible. En revanche, les dégâts matériels sont considérables. Le centre commercial, l'hôtel, le parking sont très sévèrement endommagés. Mais contrairement aux apparences, ce n'est pas le Brightfield qui a percuté ces établissements. Quand il est rentré dans le quai, il a créé une onde de choc et les immeubles qui se trouvaient à proximité ont été ébranlés, se sont effondrés. À chaque fois que je vois ces images, j'en tremble encore car nous étions juste là. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce type d'accident n'est pas rare. Les défaillances techniques sur un cargo sont relativement fréquentes, mais fort heureusement, la plupart du temps, elles ont lieu en pleine mer. Ce genre d'incident arrive en pleine mer. Bon, c'est un accident entre guillemets presque banal, où on a le temps de se retourner, mais là on est totalement désarmé, on ne peut rien faire, on est livré totalement à sa bonne étoile. Mais sur le Mississippi, le drame a été évité.
Tous les capitaines louent aujourd'hui le talent et le sang-froid du maître du Brightfield. Les gardes-côtes, eux, ont décidé de se servir de cet épisode pour légiférer. Désormais, ils exigent un certificat de bon fonctionnement pour tout bateau en entrance dans un port. Des bateaux obligatoirement dotés de commandes à distance de la puissance moteur. Un équipement qui aurait pu éviter à la Nouvelle-Orléans de trembler. Quand un petit catamaran cherche à surfer les vagues du Pacifique, quand ça ne passe pas, ça casse. Hawaï, plage de Waikiki. Ici, les vagues de l'océan Pacifique peuvent atteindre jusqu'à 10 mètres de haut. Mais les surfeurs ne sont pas toujours les seuls à en profiter. Ce catamaran, long de 5,40 m seulement, n'hésite pas à s'élancer à l'assaut des éléments. Il passe une première vague de justesse, mais soudain, il va se heurter à un mur. Pendant plusieurs secondes, le Hobie Cat a totalement disparu. Finalement, le bateau est brisé, mais l'équipage s'en tire plutôt bien. Seul l'un des deux hommes a le bras cassé. Nous avons soumis ces images à Françoise Detling et Frédéric Pfeiffer, championnes du monde de Hobie Cat. Le principe, c'est d'avoir quand même beaucoup de vitesse pour pouvoir passer la vague. Là, ils ont de la vitesse, on voit qu'ils avancent, ils vont se placer face à la vague. On voit quand même qu'ils perdent beaucoup de vitesse. Le phoque ici, qui a la voile d'avant, commence à battre, mais ils passent la vague, ils sont bien placés. Il y en a un qui est vers l'avant, donc ça se passe très bien. Ici, on voit qu'ils ont enlevé le phoque. Donc, ce qui évite au bateau de basculer vers l'avant. Ils sont tous les deux à l'arrière pour éviter là aussi que le bateau parte en avant. Malgré ça, je pense qu'il n'y avait pas suffisamment de vitesse, pas suffisamment de vent pour que le bateau ait assez de vitesse pour passer la vague, quoi. Au paradis des surfeurs, on recherche toujours de nouvelles sensations. Mais en Hobie Cat comme en surf, il faut toujours être bien placé. Le principe du surf, c'est d'avoir autant de vitesse que la vague pour pouvoir rester sur cette pente de vague et prendre, donc s'amuser avec la vague. Mais on reste à la vitesse de la vague. Ce que n'arrive pas à faire le Hobie Cat, puisqu'il n'a aucune vitesse et il ne peut pas aller aussi vite que la vague au moment où elle arrive. Mais vouloir surfer à Hawaï avec ce karting des mers, est-ce bien raisonnable ? Un Hobie Cat, c'est quand même fait pour ça, parce que d'abord, ça a été inventé par un surfeur, il ne faut pas l'oublier. Et c'est vrai que dans l'image qu'en ont les navigateurs, bon, on peut surfer, on peut un peu tout faire avec un Hobie Cat 16. De là, aller surfer des vagues de 6-8 mètres, je pense qu'il faut être un peu fou. Pendant 22 jours, Laurent Bourgnon et son coéquipier Fred Gilardi vont vivre comme de véritables naufragés. Sans radio ni balise Argos, ils ne disposent à bord que d'une boussole et d'un sextant pour tracer leur route. Mais le Hobie Cat de 5,50 m qui leur sert d'embarcation ne va pas tarder à subir l'assaut de vagues gigantesques, atteignant parfois les 10 mètres. Il y a un phénomène, en tout cas, qu'on a remarqué avec ces petits bateaux, c'est le fait d'être extrêmement léger. On se retrouvait très rapidement sur le haut de la vague, et finalement dans la mousse, dans l'écume. Et du coup, on n'avait pas la puissance de la vague. C'était véritablement du surf dans l'avalanche. On devait piloter en permanence pour éviter de foncer tout droit dans le trou et puis de se chavirer. Du surf pratiqué dans des conditions extrêmes. Des tempêtes successives, le sel qui ronge peu à peu les pieds et les mains, les rations de survie qui se contentent de calmer la faim. Il y a aussi les requins qui rôdent tout près et le peu de sommeil. Seulement 20 minutes par heure, allongés dans un duvet humide sanglé à la caisse à matériel. En traversant l'océan, on s'est fait 22 jours de piste noire sans prendre de remonte-pente, quoi. Alors, il y avait des moments durs, mais il y avait aussi des moments très intenses, de plaisir, de glisse et de coups d'adrénaline fabuleux. À 6 ans, celui que les médias surnommeront plus tard le Petit Prince barrait déjà le bateau familial. Et c'est le succès de sa traversée de l'Atlantique en Hobie Cat qui lui ouvre les portes de la course au large, où il collectionne rapidement records et victoires. Comme ici, en 1998, où il remporte la prestigieuse Route du Rhum pour la seconde fois. 12 ans après sa première odyssée, on peut ainsi mesurer le chemin parcouru. Un éléphant de 3 tonnes en furie, impossible d'esquiver l'attaque. Comme tous les jours, David Sao Marcos s'occupe du troupeau d'éléphants du parc animalier de San Diego. Ici, les pachydermes évoluent en semi-liberté dans un vaste espace clôturé. Le soigneur a noué des liens privilégiés avec ces animaux qu'il visite à heure fixe. Alors que la distribution de la nourriture va commencer, Cindy, une éléphante, tarde à arriver. David s'impatiente et la somme de venir. Cindy va alors réagir de façon inattendue. Regardez, elle le charge brutalement. Pour lui échapper, David se jette entre les pattes des autres éléphants et parvient ainsi à s'enfuir de l'enclos.
Il veut alors refermer la porte de ce dernier, mais trop tard. D'un coup de trompe furieux, Cindy repousse violemment la barrière. David est projeté à quelques mètres. L'éléphante fonce droit sur lui. Acculé contre le mur d'un appentis, le cornac se fait piétiner. Par miracle, David roule entre les pattes de Cindy et court se réfugier dans un bosquet tout proche. Aujourd'hui, il se souvient de ces instants où il a frôlé la mort. J'aime toujours les éléphants. Ce sont des animaux extraordinaires. Pourtant, je sais que je ne peux plus désormais travailler avec eux. Quand c'est arrivé, j'ai pensé que je rêvais. J'ai fermé les yeux et quand je les ai ouverts, Cindy était là. Ce n'était pas du tout un rêve, c'était la réalité. Et j'ai vraiment cru que ma dernière heure était arrivée. Ce souvenir me poursuivra toute ma vie, c'est sûr. Tenue pour dangereuse à la suite de cette attaque, l'éléphante a été transférée aux zoos de Tacoma. On y accueille seulement des animaux perturbés ou victimes de traumatismes. On considère que c'est le cas de Cindy, capturée très jeune en Asie et ainsi privée de l'affection et de l'éducation des siens. Aujourd'hui, l'éléphante cohabite avec 2 autres congénères à problème sous la surveillance constante de John Hook, le directeur du zoo. Quand elle est parvenue à l'âge adulte, elle a pris en grippe certains de ses cornacs et elle est devenue très agressive avec eux. Cindy n'a jamais accepté la hiérarchie d'un groupe et elle n'a donc jamais appris à se comporter au milieu d'un troupeau d'éléphants. C'est ce qui explique son attitude. L'histoire de Cindy relance le débat sur le prélèvement des animaux sauvages dans la nature. Cindy a désormais un comportement plus docile. Elle semble s'être intégrée à son nouvel environnement. Profession chasseur de lave sous-marine. Sous la menace d'explosion volcanique, ces plongeurs au fond de l'océan prennent tous les risques pour filmer les caprices géologiques. Nous sommes sur l'archipel d'Hawaï, au pied d'un volcan en éruption. Depuis 16 ans, sans discontinuer, le Kilauea déverse ses coulées de lave auxquelles bien évidemment rien ne résiste. Sur son passage, tout n'est plus que désolation. Problème, le Kilauea ne se contente pas de ravager la végétation à terre. La lave en fusion prend systématiquement le chemin de la mer. Les gens pensent qu'il faut aller dans l'espace pour trouver de nouvelles terres. Pourtant, à quelques mètres de n'importe quelle côte, il y a de nouveaux espaces. Mais nous ignorons presque tous deux. Nous en connaissons plus sur la Lune que sur les fonds marins. Des scientifiques américains ont décidé de consacrer leur vie à l'étude des fonds sous-marins, et plus précisément, à leur réaction après l'intrusion de la lave volcanique. Aussi, après chaque réveil du Kilauea, direction les côtes pour un petit plongeon. Hé les gars, si vous voulez savoir ce qui nous attend avant d'y aller, écoutez un peu. C'est là qu'on va. Difficile d'être plus près du danger. À 30 mètres sous l'eau, ces plongeurs équipés de caméras n'hésitent pas à toucher, à défier ces éléments bouillonnants, partis du cratère en feu pour terminer leur course au fond de l'eau. Une eau, contrairement aux apparences, étonnamment fraîche. En effet, il n'y a pratiquement aucune différence de température. La température de l'eau monte relativement peu, parce que le coefficient thermique de l'eau est extrêmement fort, ce qui fait que toutes les calories sont diffusées très rapidement dans l'eau, de sorte que la température, même proche de la lave, ne monte que de quelques degrés. Il n'empêche, n'importe quel scientifique travaillant ici éprouve de la crainte. Vous savez, on peut tous mourir en quelques secondes. Principale menace, ces boules de feu. Quand la lave arrive dans l'eau, elle arrive à 1000 degrés, environ 1000 degrés. Elle est trempée. Il y a une croûte vitreuse qui se forme tout autour de la lave. Mais comme cette croûte isole la lave en fusion à l'intérieur de l'eau, la lave peut continuer de couler à l'intérieur. Et la pression au front est telle que ça éclate la croûte vitreuse. Et à nouveau, la lave progresse dans l'eau, est à nouveau trempée, et ainsi de suite. C'est terrifiant. Ceux qui vous disent le contraire sont des menteurs. C'est le moment le plus intense que j'ai vécu. Les bruits sont incroyables. Je ne peux pas les décrire avec des mots. Le mieux, ce serait de dire que j'ai mis des pétards dans une boîte en métal et que je suis à l'intérieur de la boîte. C'est comme être en enfer. Il fait nuit, c'est fort, c'est bruyant, il y a des courants chauds et des explosions partout. Il est extrêmement difficile de réaliser ce qui se passe. On a vu une coulée de lave arriver.
C'est incroyable cette violence sous-marine. Du liquide rouge qui dégouline comme une cascade d'eau. Mais pourquoi ces scientifiques descendent-ils au fond des eaux et prennent-ils autant de risques pour côtoyer la lave? Ça nous permet de voir ce qu'on n'a jamais vu, comment se forme finalement le fond océanique des océans. Bon, c'est simplifié, mais la morphologie des fonds océaniques, tant que ces fonds ne sont pas recouverts par des sédiments, est typiquement ce qu'on voit se former sur ces images-là. Les scientifiques plongeurs, et ils ne sont que quelques dizaines dans le monde, essaient ainsi de découvrir les secrets géologiques les plus profonds. Et sachez-le, tout comme le Kilauea qui se déverse dans la mer à raison de 3800 litres par minute, ces volcanologues sont en activité permanente. Choc brutal entre un train et un deux roues. Quand une seconde d'inattention peut tout faire basculer. Ville de Hua Hin en Thaïlande. La voie ferrée et la gare viennent juste d'être rénovées. Une équipe de télévision locale tourne un reportage sur ces nouveaux équipements. Elle filme ainsi le passage de plusieurs trains express, des convois de plus en plus fréquents qui facilitent le tourisme en Thaïlande. Alors qu'un des trains entre en gare, un motocycliste surgit brutalement. Le mécanicien a bien tenté de freiner, mais l'impact était inévitable. Au ralenti, on comprend que la victime ne voit le danger qu'à la dernière seconde. Il tente alors désespérément d'éviter le choc. Ce réflexe lui a certainement sauvé la vie. Malgré la violence de l'accident et quelques jours en observation, l'homme ne souffrira finalement que d'une simple fracture à la jambe. Quelques semaines plus tard, rétabli, il raconte. Je me rendais à mon travail. Je n'ai regardé ni à gauche ni à droite. Une très grave erreur qui aurait pu lui être fatale. Heureusement, le train n'allait qu'à 15 km/h et son conducteur a réagi très rapidement. Je suis resté inconscient pendant une semaine et je me suis réveillé à l'hôpital. Aujourd'hui, De Sith a repris son travail et s'est fait la promesse d'être plus vigilant. The next time, if I cross the railroad again, I would be more careful. Saint-Martin-de-Grave, petit village du sud de la France à quelques kilomètres de Montpellier. Alain Robert réside ici, dans une dépendance de ce château, qui lui sert également de terrain d'entraînement. Quand on me demande mon métier, je réponds grimpeur. Mais pas n'importe quel grimpeur, grimpeur de l'extrême. À main nue et sans assistance, Alain Robert escalade les plus grands buildings et monuments de la planète. Tous ces buildings, ça ressemble à des joyaux, à des diamants, il y en a de toutes les formes, toutes les sortes, toutes les couleurs. Et pour moi, c'est devenu réellement un terrain de jeu avec des difficultés qui vont varier suivant les édifices. Après avoir goûté avec brio à l'escalade rocheuse et à l'ascension de glaciers, Alain Robert a souhaité se singulariser. Il est devenu en 1994 le premier, et jusqu'à présent le seul, à réaliser ce genre de performance. À son palmarès, la Tour Eiffel, l'Obélisque de la Concorde, l'Empire State Building à New York ou encore le Golden Gate à San Francisco. Les plus hauts que j'ai grimpés, c'est les Twin Towers à Kuala Lumpur, en Malaisie, qui font 452 mètres. Le Sears Tower à Chicago. Le Sears que j'ai grimpé il y a 3 semaines, qui fait 520 mètres de hauteur. Défis insensés toujours couronnés de succès. Aucun sommet pour l'instant ne lui a résisté. La Grande Arche de la Défense, du haut de ses 110 mètres, ne doit donc poser aucun problème à Alain. Une escalade tentée le 8 septembre dernier. Là, je suis vraiment concentré et puis j'attaque. Là, on peut voir que pour les pieds, c'est très très fin. Donc il faut verrouiller le pied sur la tranche. C'est très délicat, d'autant plus que la surface est extrêmement glissante. C'est quand même de l'escalade à base de fissures. Mais des fissures, il y en a qui font 1 cm de large et 2 cm de profondeur. Il y en a qui font 5 cm de large et 10 cm de profondeur. Chaque fois, c'est quand même une aventure qui est nouvelle et une technique qui est nouvelle. Technique différente mais objectif commun, dompter la verticalité. Et en parlant de verticalité, a-t-il peur? Peur du vide avant tout. Je connais les conséquences du vide, je sais que si je lâche, je tombe, je vais mourir. Mais ceci dit, j'accepte le vide, je vis avec. Je trouve que c'est fantastique de regarder 200, 300, 400 mètres sous les pieds. Ça a quelque chose de surdimensionné. La peur, c'est quelque chose que je connais. C'est pas tellement pendant l'ascension, c'est surtout avant l'ascension. Ça se traduit par avoir la boule au niveau du plexus, par une forme d'angoisse qui peut être relativement importante. Et puis après, c'est quelque chose qui disparaît complètement au moment où je commence à grimper. Et là, Alain est à mi-ascension. Il ne lui reste qu'une 50aine de mètres à escalader. Un jeu d'enfant pour ce rebelle aux lois de la pesanteur. Pourtant, regardez bien. Alain Robert, le maître des cieux, est figé, immobilisé.
Il n'avance plus. Que se passe-t-il? Tout a foiré parce qu'il faisait 30 degrés à l'ombre, et ce qui donnait donc à peu près à l'heure où j'ai commencé l'escalade du 40, peut-être 45 degrés en plein soleil. Le problème, c'est du marbre. Le marbre, c'est une pierre qui déjà est relativement glissante quand il fait froid. Et quand il fait 30 degrés à l'ombre, ça devient du beurre et ça devient extrêmement difficile. L'Arche de la Défense, ça paraissait ridicule, mais du fait que les conditions climatiques soient pas bonnes, ça s'est transformé en un piège. Pompiers et forces de l'ordre sont sur place en quelques minutes. Alain, à bout de force, souffre de la réverbération du soleil. Apparemment, donc, il n'a pas calculé le facteur chaleur à ce point-là. Il se retrouve sur la face qui est blanche. Donc il s'est retrouvé déshydraté. C'était très dur, la surface. Il m'a expliqué que c'était jamais pareil, c'était toujours différent. Donc il découvrait des trucs et des mauvaises surprises. Et donc c'est fini. Tu vois, il y a un moment, il me dit dans le HF, c'est bon, appelle la police, dis-leur qu'ils m'envoient quelqu'un, c'est foutu. Collé à l'oreille, un portable. Malgré des muscles tétanisés, Alain trouve les ressources nécessaires pour communiquer avec les pompiers. N'oublions pas qu'il n'a aucune protection, ni corde, ni harnais de sécurité. Ce qui est important pour l'instant, c'est que tu restes accroché. Là, j'étais complètement cassé au niveau des avant-bras. Et puis, on m'a passé un coup de téléphone parce que j'avais un portable. Tout le monde m'a dissuadé de continuer mon ascension. Finalement, moi, ça a fini par me miner moralement. Et puis, après, je me sentais plus du tout dans le coup. La décision est prise, il faut intervenir. Une brigade spéciale des sapeurs-pompiers grimpe au sommet de l'arche. Il est bloqué à peu près 50 mètres de hauteur et il n'a d'autre solution que d'attendre les secours qui, eux, avec une équipe de spécialistes de la brigade, vont arriver depuis le toit de la Grande Arche, redescendre, rejoindre l'individu, et là, l'amarrer à son baudrier et assurer sa descente jusqu'au niveau du sol. Il est 12h55. Pour la première fois de sa carrière, Alain Robert a échoué. Il est redescendu en rappel sur le dos d'un pompier. Et c'est aussi une première pour les pompiers. Le sauvetage de l'homme araignée, une intervention sans aucun frais, comme toutes les opérations de secours en France. Les forces de l'ordre sont aussi présentes, mais là, rien d'original, c'est un rituel. Chaque ascension se termine invariablement par une interpellation. Les courses de drag-boat sont toujours spectaculaires, mais rarement à ce point. États-Unis, un vidéaste amateur filme les préparatifs d'une compétition de drag-boat, ces petits hors-bord surpuissants équipés de moteurs démesurés. Le but de la course, atteindre l'autre rive en un minimum de temps. C'est parti! Observez bien le bateau de gauche, piloté par Early Sonnymoon. Distancé au départ par son concurrent, il le double maintenant et disparaît presque dans une gerbe d'écume. Quand soudain, il est propulsé dans les airs et heurte de plein fouet des fils à haute tension. Instantanément, le réservoir du drag-boat s'enflamme. Sonny a perdu le contrôle de son bateau. Il a percuté la berge à 240 km/h, mais heureusement, grâce à son expérience et à la rapidité de ses réflexes, il a pu s'éjecter juste avant cet incroyable décollage. Malgré la violence de l'impact, il s'en est sorti avec seulement quelques légères contusions. Peu après son accident, il nous raconte. J'ai essayé de sortir du bateau, mais je n'ai pas pu. L'air me plaquait contre mon siège. Alors j'ai appuyé sur l'accélérateur et j'ai été éjecté. Après, tout le monde m'a dit que c'était un crash incroyable, mais je n'ai rien vu, j'étais dans l'eau. Heureusement, une sécurité rigoureuse est observée sur ces courses extrêmement risquées. Aucun membre du public n'a été atteint par les débris du drag-boat. Position périlleuse pour ce pilote, intervention délicate pour ses sauveteurs. Aérodrome de Seattle aux États-Unis. La tour de contrôle vient d'appeler les secours de toute urgence. Arrivés sur place, les pompiers ont une vision surréaliste. Un avion de tourisme suspendu dans des fils à haute tension. Coincé à l'intérieur, le pilote Mike Warren. Depuis 20 ans, il se rend tous les matins à son travail avec son Cessna 150. Comment cet homme expérimenté a-t-il pu se retrouver dans une telle position ? Un avion avait décollé 1 minute avant mon atterrissage. Il était plus gros que le mien, mais pas suffisamment pour que la tour de contrôle ne me donne l'ordre de retarder mon approche. Il avait 2 grosses hélices qui ont provoqué beaucoup de vent. Il y a eu donc 2 montées d'air à l'horizontale. Lorsqu'il a décollé, ces masses d'air étaient très importantes.
Quand j'ai commencé à descendre, je me suis retrouvé dans son sillage et mon appareil a été déstabilisé et je n'ai rien pu faire. L'appareil de Mike s'est donc accroché dans ses fils électriques. Seule une de ses roues l'empêche de s'écraser au sol. La moindre bourrasque de vent pourrait précipiter sa chute. La priorité, couper le courant et par mesure de sécurité, arroser le tarmac de neige carbonique. Seconde étape, installés dans des nacelles, les pompiers s'élèvent vers l'épave. Ils vont la ficeler avec d'énormes harnais tendus entre deux grues. Pour eux, c'est une entreprise titanesque et surtout totalement improvisée. Après 4 heures de travail acharné, ils peuvent enfin atteindre Mike sans risque. Les sauveteurs sont arrivés par-dessous. J'ai ouvert la porte, ils m'ont attaché avec une sangle et je suis descendu par l'aile de l'avion. Et ça, c'était la partie la plus simple de l'opération. Sain et sauf, Mike remercie chaleureusement ses sauveteurs. L'avion peut être désormais ramené sur la terre ferme. Une opération complexe couronnée de succès. Parfois, on se retrouve dans des situations inextricables. La seule chose à faire, garder son sang-froid. Mike n'a jamais cessé de voler. Il construit même un nouvel avion. C'est la terreur du village. Ce serpent affole les populations et décime les basses-cours. Qui osera s'attaquer au monstre? Conseil du village. Conseil au sommet car il y a urgence. Nous sommes en Afrique, au Kenya, dans une bourgade terrorisée. C'est un serpent qui sème la panique et dévore les poulets des paysans. Alors, pour tenter de se débarrasser de ce python géant, les villageois ont décidé de faire appel à cet homme, un missionnaire qui passait dans la région par hasard. Bien sûr que j'ai accepté. Je n'aurais refusé ce défi pour rien au monde. Le serpent est là, terré au fond de ce trou. Il mesure plus de 4 mètres et pèse 40 kilos. C'est un python de Seba, le plus grand des serpents africains. J'ignorais où était le serpent. Madame le serpent, car en réalité Chuck fait cette découverte. Le python est une femelle qui couve ses petits. Certains serpents couvent leurs œufs, les pythons et les cobras. Quand le python couve ses œufs, il est à ce moment-là très dangereux. Pourquoi? Parce que c'est un réflexe normal. Quelqu'un approche le serpent, il se dit, mais attention, on en veut à ma progéniture, et donc je défends ma progéniture, et donc il devient agressif. Agressif mais pas mortel, le python de Seba est carnivore et se nourrit de mammifères. Il ne possède pas de crochet à venin, c'est un constrictor, c'est-à-dire qu'il tue ses proies en les étouffant. Comme lui n'a pas de crochet venimeux comme la vipère, il ne peut pas tuer. Non, le python, pour tuer, il doit s'enrouler autour de sa proie, l'étouffer. Alors, ben, il se défend, il mord, plac, plac. Et avec des dents pareilles, aiguisées comme des scies, Chuck est sur ses gardes. Première tentative pour le saisir, l'attraper par l'arrière, par la queue. Je l'ai saisi avec mes mains et j'ai commencé à tirer, mais il s'agrippait au trou. Je me battais contre sa puissance, je tirais de toutes mes forces, mais il en avait plus que moi. Le serpent remporte donc la première manche. Chuck est contraint de laisser partir la bête, mais il est déterminé, pas question d'en rester là. Un bâton, une vieille corde, voilà ses nouvelles armes. Et la stratégie s'avère payante. Le reptile mord à l'appât, dans quelques secondes, il sera fait prisonnier. Je n'avais pas peur d'attraper le serpent, mais mon taux d'adrénaline a sérieusement grimpé. Je devais trembler un peu, j'étais excité, mais je n'avais pas peur. Dernier effort, dernière épreuve, enfermer le serpent dans ce sac. Et là encore, mission accomplie. Désormais, le reptile va prendre la direction du zoo de Nairobi, en compagnie de ses œufs, qui donneront 2 semaines plus tard naissance à 45 petits pythons. Quant à Chuck Piffer, il est devenu tout simplement le héros du village. Danger en haute mer. Une tornade fonce sur une plateforme pétrolière. À la caméra, Craig Cummings, un marin soucieux de montrer à sa famille son cadre de travail, en l'occurrence une plateforme pétrolière plantée au large des côtes de Louisiane. La Louisiane, l'un des États américains les plus frappés par un phénomène naturel dévastateur, les tornades. Et justement, regardez bien ce que Craig Cummings aperçoit subitement dans son objectif. Tu vois l'eau qui monte là-bas?
Tu la vois? C'est incroyable, l'eau qui jaillit. C'est juste devant. Et ce qui est devant lui, c'est une trombe marine. C'est un phénomène météorologique de petite taille, c'est un tourbillon, petite taille mais très violent, qui naît toujours sous les orages, sous un nuage d'orage, sous un cumulonimbus. Craig est donc dans la tourmente, le monstre se rapproche. Mais au fait, comment s'est-il constitué? La trombe est un phénomène météorologique un peu moins violent que la tornade. La trombe se produit essentiellement sur mer et la tornade sur terre. Une trombe débute par un appendice nuageux à la base du nuage. Cet appendice nuageux va se développer, rejoindre la mer. Il va y avoir formation du tourbillon au niveau de la mer. Et ce tourbillon de vent au niveau de la mer va soulever des gouttelettes, va soulever des embruns. Il va se former ce qu'on appelle un buisson. Pour bien comprendre le phénomène, le voilà reconstitué en laboratoire. Tel un aspirateur, la trombe va arracher à la mer des milliers de litres d'eau qui menacent désormais Craig, ses coéquipiers et la plateforme. La trombe n'est plus qu'à quelques mètres. On a relevé des vents de 120 nœuds, c'est-à-dire 240 km/h, dans une trombe du golfe de Mexique. Il n'y a pas que la vitesse du vent, il y a aussi la chute de pression qui peut être douloureuse pour les tympans de ceux qui subissent le phénomène. On a mesuré jusqu'à 44 hectopascales de baisse de pression brutale. C'est un peu comme si on passait brutalement du niveau de la mer à 3500 mètres d'altitude. Finalement, la trombe au dernier moment changera de direction, évitant ainsi toutes les embarcations et plateformes pétrolières. À bord, c'est le soulagement. Question, que se serait-il passé en cas de confrontation ? Pour un petit bateau, un voilier par exemple, ça peut être très dangereux, surtout s'il a gardé ses voiles, parce que la violence du vent peut le faire chavirer. En revanche, pour une grosse unité, ça peut précipiter un homme à la mer, la violence du vent, mais comme le phénomène ne dure pas longtemps, je pense que les dégâts seraient limités. Vous êtes prévenus, ce phénomène qui dure moins de 20 minutes peut provoquer parfois de sérieux dommages. Alors, si vous vous trouvez dans une région à trombe, comme en Corse, dans le golfe de Gascogne et même dans les estuaires de la Manche, ne faites surtout pas comme Craig. Un conseil, fuyez. Moteur vrombissant et cœur en sur-régime, que l'on soit en pole position et plus encore en dernière ligne sur la grille, le départ est une étape à haut risque. Nous sommes au Japon pour une course de Formule Nippon, l'équivalent de nos Formule 3000. C'est une formule de course où ont couru Frentzen, Irvine, en leur temps, Jacques Villeneuve également. Véritable antichambre de la Formule 1, les pilotes qui courent sur ce genre de monoplace sont motivés à l'extrême. Dans ce genre de formule Nippon, comme la Formule 3000, qui est juste la marche qui précède l'accession à la Formule 1, c'est sûr que les gens ont envie de se battre pour atteindre la Formule 1. Et à ce moment-là, on est prêt à tous les risques. Surtout au départ. Choc à 120 km/h, une vitesse atteinte en 3 secondes. Ce jour-là, en milieu de grille, 2 voitures de la même écurie sont encore à l'arrêt, alors que les autres bolides se sont élancés. L'explication est ridiculement simple, ils ont calé. Il est très facile de caler avec ce genre de voiture, tout simplement parce qu'on a une tension intense, une décharge d'adrénaline monumentale, et on fait des erreurs, c'est-à-dire qu'on n'adapte pas véritablement le régime moteur à ce qu'il devrait être. On relâche trop brutalement, trop précipité qu'on est de vouloir faire un départ extraordinaire. On relâche trop brutalement la pédale d'embrayage, et à ce moment-là, le moteur cale. Erreur de débutant trop fougueux donc. Mais le départ génère souvent ce genre de comportement. C'est des fous au moment du départ. On irait presque jusqu'à tuer père et mère pour arriver à se frayer un passage. Un départ réussi peut vous permettre de grignoter quelques places par rapport à votre position sur la grille, et à ce moment-là, éventuellement, même de prendre la tête. Donc c'est super important, et on ne pense qu'à une seule chose, c'est accélérer. Freiner, c'est un truc qui ne vous vient vraiment qu'au tout dernier moment. Et c'est pour cette raison que l'accident est inévitable. Certaines voitures essaieront d'éviter les 2 pilotes immobilisés, en vain. Il masque toute la piste pour les pilotes qui suivent. Et encore ici, la piste est relativement large, donc les possibilités de dégagement d'un côté ou de l'autre sont grandes, mais il y a certains circuits où c'est beaucoup plus étroit. Le temps de réaction doit être très très rapide. Et malheureusement, derrière, eh bien, les pilotes n'ont pas beaucoup d'opportunités de se décaler d'un côté ou de l'autre. Et c'est le choc terrible et immédiat, heureusement sans conséquence. En effet, les pilotes des 7 voitures accidentées sortiront de leur monoplace détruite sans la moindre égratignure. Vie sauve, mais quelle frayeur!
C'est le type d'incident le plus dramatique. C'est dangereux pour ceux qui sont dans les monoplaces et qui calent au moment du départ parce qu'ils s'attendent à tout moment à être percutés par l'arrière, donc quelques dangers au niveau, bien entendu, du cou, des cervicales. Et puis ils se recroquevillent, j'imagine, dans la monoplace. L'issue de cet incident appartient principalement à la chance et non plus sur les capacités des uns ou des autres à gérer l'incident. La chance, mais aussi le protocole de sécurité sur la ligne de départ. À ce moment précis de la course, tout est strictement réglementé. Au moment du départ, tout le monde est concentré, très vigilant, car effectivement c'est un moment très critique. On voit derrière un véhicule d'intervention rapide, ensuite le véhicule de désincarcération, car on envisage toujours ce genre de situation. Et là, en quelques secondes, bien entendu, ces véhicules sont sur place, les commissaires de piste sur les côtiers peuvent intervenir. Et ils interviendront. En quelques minutes, la piste est déblayée de ces débris. Les pilotes équipés de voitures de secours sont déjà au volant, prêts à tourner à plus de 300 km/h. Un second départ est donné. Quant à celui-là, il est depuis longtemps oublié. Une première pour une dernière. C'est la première intervention de microchirurgie pratiquée sur un pachyderme et cette opération est la dernière chance de sauver cet éléphant. Motala, éléphante meurtrie, foudroyée par une mine. Nous sommes le 31 août dernier en Thaïlande, à Rampong, dans un hôpital unique au monde, puisqu'il est exclusivement réservé aux pachydermes. C'est normal. L'éléphant est le symbole de notre pays, c'est notre mascotte. Il est l'ami des Thaïlandais. C'est un grand animal, mais on en prend soin comme d'un animal domestique. Il est comme votre chien ou votre chat, il fait partie de la famille. Dans ce dispensaire, Motala attend d'être opéré. Et il y a urgence. Mais pour procéder à l'opération, il faut de l'argent, beaucoup d'argent. Aussi, une collecte a été organisée. Et en dépit d'une grave crise économique, imaginez, ce sont plus de 650 000 francs qui ont été recueillis. Les Thaïlandais ont été choqués, émus par le drame de cette éléphante. Ils ne pouvaient pas la laisser mourir. Certains se sont sacrifiés pour participer. C'est devenu une cause nationale. Extraordinaire élan de générosité qui va donc permettre la construction d'une salle d'opération aux dimensions de la malade. Une grue va alors hisser les 2,7 tonnes de Motala. À son chevet, 30 des meilleurs vétérinaires du pays. L'intervention est minutieuse, elle sera suivie par une population angoissée. C'est ce qu'on appelle, nous, des défis de chirurgie. Le défi, en fait, c'est d'arriver à opérer cet animal et lui nettoyer la patte complètement pour pouvoir éventuellement placer une prothèse après. Si l'intervention réussit, cette intervention chirurgicale sera une première dans le monde. L'éléphant est anesthésié. La dose, de quoi assommer 70 hommes. Pour éviter l'amputation et stopper la gangrène, tous les moyens ont été déployés. Tout a dû être construit sur mesure pour cet éléphant. On voit par exemple là, ce sont des appareils qui permettent de mesurer la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la température corporelle. On voit bien sur ces images que à peu près tous les moyens techniques dédiés à l'homme pour surveiller une anesthésie sont utilisés sur cet éléphant. La plus haute technicité médicale au service de cet éléphant. Voilà ce qui l'a sauvé. L'intervention, finalement, durera plus de 3 heures. Les tissus malades ont été soignés, Motala est sauvée, même si elle a depuis une patte plus courte que l'autre. Bien évidemment, le pachyderme n'est pas encore capable de se lever et tout risque d'infection n'est pas encore écarté. Mais les vétérinaires sont confiants. Il va falloir maintenant patienter plusieurs mois avant de lui poser une prothèse. Enfin, on l'espère. La pose d'une prothèse sur un éléphant, pour l'instant, n'a jamais été décrite. C'est quelque chose qui va tenir, à mon avis, du miracle. C'est-à-dire que si on arrive à constituer quelque chose à base de Kevlar, de titane, ça sera une première dans le monde. Jamais on a réussi à fabriquer, à réparer une lésion osseuse sur un éléphant. Mais les Thaïlandais sont prêts à relever ce défi. La nation le réclame, une nation qui respire. Motala, sans intervention, serait morte en 3 semaines. Aujourd'hui, elle est d'aplomb. Nous sommes au nord du continent américain, en Alaska. Cette avalanche a été déclenchée à l'aide d'explosifs. Depuis des semaines, la neige stagne sur les parois de la montagne et aucun changement de température ne lui a permis d'adhérer à la pente. Aussi, pour éviter une catastrophe, toute la zone a été évacuée et l'avalanche a été provoquée. Et là, c'est impressionnant. Sous l'œil de la caméra, elle dévale la pente à près de 200 km/h.
À cette vitesse, elle emporte tout sur son passage. Partout, le manteau neigeux lâche, l'avalanche prend alors l'aspect d'un nuage et dévale la pente. Rien ne peut l'arrêter. Regardez, des milliers de tonnes de poudreuse en mouvement foncent vers la vallée et là, on assiste à une rencontre superbe. La neige va littéralement glisser sur l'eau et finalement terminer sa course dans les eaux paisibles de ce lac. À trop vouloir tutoyer les sommets et se prendre pour un oiseau, on se brise parfois les ailes. Nous sommes à Kalika, à 200 km à l'ouest de Moscou. Image idyllique d'un couple rayonnant de bonheur. Valérie Kobeliev cet été a repris goût à la vie après avoir bien failli la perdre l'hiver dernier. Très précisément, le 18 mars sur le sautoir de Pinica, en Slovénie. Elle est effroyable cette chute. Quand je la vois, ça me fait encore mal. Mais ne me demandez pas ce que j'ai ressenti au moment du saut, je ne me souviens de rien du tout. Ah si, il y avait du vent et j'étais un peu tendu. Après c'est tout, c'est le trou noir. Alors qu'est-ce qui a bien pu provoquer cet effrayant vol plané? La peur et le vent conjugués. Le sauteur était un petit peu stressé, je pense, et il a réagi brutalement par rapport aux conditions. Par rapport au saut qu'il avait fait techniquement, il réagit brutalement et il réagit pas comme il aurait fallu, quoi. Et c'est l'erreur qu'il a commis. Appréhension et vent seraient donc à l'origine de l'accident. Mais Valérie, sur ce tremplin de 185 mètres à plus de 100 km/h, a bien commis une erreur. Ce jour-là, les conditions étaient un petit peu difficiles. On voit qu'il bouge un petit peu dans l'élan. C'est pas très stable. Hop, là il part et voilà, la faute est là maintenant. Là il essaie d'amortir la première chute et puis bon, bah, après voilà, il n'y a plus grand-chose à faire. En saut à ski, la moindre erreur d'alignement est fatale. À 10 mètres de hauteur, interdiction de bouger le moindre petit doigt. Le geste doit être parfait et l'équilibre en l'air maintenu. Kobeliev, ce jour-là, n'a pas maîtrisé son corps. En plus, il tombe très tôt. Les chutes comme ça, c'est les plus dangereuses parce qu'il est au maximum de sa vitesse, de sa hauteur, et la réception n'est pas encore très raide. Donc bah, c'est là où l'impact est le plus violent. Donc c'était la plus mauvaise chose qui pouvait lui arriver, quoi. Et malgré tout cela, je suis en vie. Je sais que j'ai eu beaucoup de chance, je parle, je marche, et finalement ces quelques secondes sont presque déjà oubliées. Ce n'est plus qu'un mauvais souvenir. Oublié, mais aurait-elle pu être simplement évitée? Non. Non, il n'avait plus aucune possibilité de se rééquilibrer en l'air. Le ski, ça a réagi trop brutalement, ces skis sont passés derrière lui. Et il n'a plus aucune alternative, quoi. Il voit la piste arriver et c'est fini. De toute façon, il ne peut pas se récupérer. Et c'est pour cette raison que tous les sauteurs, dès leur plus jeune âge, apprennent à sauter avec l'idée de tomber un jour. Ils s'y préparent. Les plus grands ont pour la plupart éprouvé cette désagréable expérience. C'est le cas de Nicolas Dessoum, 14e mondial et meilleur français. Aux côtés de son entraîneur, il était d'ailleurs présent lors de la chute de Kobeliev. C'est la chute qu'on cherche à éviter, mais je veux dire, on ne pense pas à ça perpétuellement. Ça arrive vraiment très rarement. Ça fait maintenant 5-6 ans que je suis sur le circuit. Je n'ai pas encore vu une chute pareille, donc on n'y pense pas souvent. Tel un pantin désarticulé, Valérie Kobeliev roule sur la neige. Il sera conduit inconscient à l'hôpital. Il souffre des vertèbres cervicales, mais fort heureusement rien d'irréversible. Après quelques semaines d'hospitalisation, le sauteur russe a regagné son domicile, retrouvé sa famille et le sourire, avant de reprendre, il y a quelques jours, le chemin des sautoirs. À plus de 300 km/h sur deux roues, la moindre erreur peut être fatale. Ron Cook, roi de la vitesse. Ron Cook détient 12 records du monde. Et ici, à l'image, son meilleur chrono, 312 km/h. Cet Américain est l'un des quelques 500 pilotes de dragster moto. Ces gens-là sont plus apparentés dans le milieu de la moto à des casse-cous, à des artistes de cirque, qu'à des véritables pilotes. Ah, c'est un petit peu des kamikazes.
Terrain privilégié de leurs exploits, l'Ouest américain et ses grands lacs salés. Cet endroit est propice pour ce genre de record parce qu'il constitue une très vaste surface plane avec une absence d'humidité, donc un air moins dense, donc qui permet d'atteindre des vitesses élevées sans trop de perturbations aérodynamiques. Et pour franchir les 300 km/h, voilà la moto qu'il leur faut. Alors ça, c'est un prototype. Tous les poids sont situés vers l'avant. La machine est très basse, très compacte. Il y a une grosse roue à l'arrière, il y a une petite roue à l'avant. Tout a été modifié de manière à permettre à la machine d'atteindre la plus haute vitesse possible. Pas de carénage, pas de protection aérodynamique. À ces vitesses-là, il est évident que le moindre geste peut créer une turbulence et vous envoyer par terre. Mais au départ, bien évidemment, Ron ne pense pas à ce genre d'issue. Ron n'a qu'un objectif aujourd'hui, atteindre les 310 km/h. Devant une foule importante, il entame sa course dans les meilleures conditions. En moins de 4 secondes, il est déjà à 120 km/h. Puis, très rapidement, à 280 km/h. 280, c'est très précisément à cette vitesse que l'accident se produit. À l'origine de la perte de contrôle, très certainement une bosse, une minuscule déformation du terrain. Mais les conséquences, elles, sont inéluctables. La machine va commencer à guidonner, justement parce que le pilote est un peu droit, donc prise au vent, il va s'accrocher au guidon. Elle part en guidonnage, il décélère et ça amplifie le guidonnage et là, il est obligé de s'éjecter de la moto. Mais avant de se libérer de sa moto, Ron est traîné au sol à près de 300 km/h. En réalité, il a eu le plus mauvais des réflexes. Le pilote, lui, qu'est-ce qui se passe quand ça part en guidonnage, hein? Le réflexe, c'est de décélérer et d'essayer de s'en sortir. Alors que là, il faudrait quand même rester bien groupé sur la machine, essayer de soulager ses mains sur le guidon, c'est-à-dire ne plus se cramponner au guidon, et de surtout pas couper les gaz. Tout ce qu'on n'arrive pas à faire quand on est en catastrophe. Même si à l'arrivée, il n'a pas grand-chose, il doit être quand même vraiment brûlé parce que frotter à cette vitesse sur le sol, à travers la combinaison en cuir, ça brûle quand même. Hein. Et cependant, Ron terminera sa folle glissade sans dommage. Ni brûlure, ni blessure sérieuse. Alors que la moto, elle, poursuit sa route. La machine continue à garder son équilibre par l'effet gyroscopique des roues. Et à un moment donné, quand elle va tomber sur le côté, quand il n'y aura plus de vitesse. Ron n'est pas du genre douillet. Aussi, loin de lui l'idée d'arrêter. À peine le temps de se relever, retrouver ses esprits, préparer une nouvelle moto, régler la direction et la puissance, et le voilà, quelques jours plus tard, de nouveau en selle. Ron est prêt pour de nouveaux exploits. Mais là encore... Je pense pas qu'il ait l'air d'avoir changé quoi que ce soit sur sa moto. Il n'y a pas de raison que ça recommence pas, hein, sauf que là, il reste dessus. Et là, le guidonnage est beaucoup plus violent. Il est éjecté et la machine part en tonneau. C'est une pelle terrible parce que, vous voyez, regardez, la moto est complètement désintégrée. Je déteste voir ce que j'inflige à mon corps. Ron a donc battu son record personnel, mais à quel prix? Voilà ce qu'il reste de sa moto. Cette moto est en 1000 morceaux, et moi, je suis en un seul. Une jambe cassée, un bras fracturé, quelques mois en chaise roulante, peu de choses au regard d'une telle chute. Avant ces 2 accidents successifs, Ron, professionnel depuis 15 ans, n'était jamais tombé. Est-il encore partant pour de nouvelles prouesses? Quand vous approchez des 320 km/h et que vous êtes encore en vie après avoir chuté 2 fois, vous reconsidérez les choses. En général, à cette vitesse-là, vous n'êtes pas là pour en parler. Mais moi, je suis encore là, alors je vais y réfléchir. Pour certains, le vendredi 13 est un jour maudit. Et ce n'est pas cette spectatrice qui les contredira. Nous assistons à une course de stock car sur la piste de Huntsville, en Alabama. Dans ce type de compétition, tous les coups sont permis pour franchir en vainqueur la ligne d'arrivée. Ce vendredi 13, Rhonda Anderson et son ami Michel regardent la course depuis le terre-plein central aux côtés du staff technique. Quand soudain, la voiture 48, en pleine accélération, dérape et heurte un bidon. Sous le choc, ce dernier roule droit sur Rhonda. Surprise, la jeune femme est déséquilibrée. Elle tombe violemment à la renverse. Tout le monde se précipite autour d'elle, mais Rhonda reste inerte. Très vite, une ambulance la transporte à l'hôpital.
Aujourd'hui, Rhonda Anderson s'est remise de cet accident plutôt incongru. J'ai été totalement assommée. J'ai mis longtemps à comprendre ce qui m'était arrivé. Quand je regarde la vidéo maintenant, je me dis que j'ai vraiment eu beaucoup de chance, car j'aurais pu mourir. J'espère désormais que les bidons qui sont sur les pistes seront bien accrochés, pour que cela n'arrive plus jamais. La guerre du feu version japonaise. Et là, ce n'est pas du cinéma. Nous sommes au nord du Japon, à Nosula, un petit village perdu dans les montagnes. Chaque année se déroule ici un étrange rituel vieux de 1200 ans, le Dosojin. Explication. Ces images représentent une fête dans le nord du Japon d'une divinité villageoise, d'une divinité protectrice, une divinité tutélaire qui s'appelle Dosojin, la divinité qui protège les chemins et les voyageurs. À l'origine religieuse, cette cérémonie est devenue une tradition populaire célébrée avec ferveur, surtout par les jeunes. Des fêtes comme ça, il y en a partout au Japon, mais exclusivement dans les campagnes et non dans les grandes villes. Les villageois y participent toujours, elles sont prisées par les jeunes avant tout, parce que tout est permis. Tout, y compris ça. À l'aide de bottes de paille enflammées, les jeunes gens divisés en deux clans se battent pour chasser les mauvais esprits et ne reculent devant rien. Le but des villageois, atteindre un temple spécialement érigé pour l'occasion et le détruire par les flammes. Cette coutume présente de nombreux dangers. C'est vrai, c'est dangereux, oui, mais pas plus qu'au carnaval de Rio au Brésil, par exemple. C'est dangereux du fait de l'excitation des villageois. La moitié des hommes défend le temple, l'autre moitié le prend d'assaut. Le feu rend les affrontements terribles, mais il est incontournable, car symbolique. L'action du feu est une action bien entendu purificatrice, également destructrice. On a vu qu'il y avait un hôtel provisoire qui a été construit. Donc on peut penser que cet hôtel provisoire est un lieu qui accumule toutes les impuretés et qu'à travers sa destruction, une nouvelle année ou une nouvelle période va commencer. Une mauvaise année part en fumée. On espère la nouvelle heureuse et prospère, pourtant elle peut mal commencer. Il a dû y avoir sans doute dans certains de ces rituels qui sont très très nombreux, comme vous le savez au Japon, des personnes qui ont été blessées. Mais c'est ni la finalité, la violence est purement symbolique. Une journée par an, les villageois se laissent aller. Cette tradition est pour eux un formidable exutoire. Les villageois ont très peu d'occasions de s'amuser. C'est l'une des seules de l'année où ils peuvent se défouler. Après 1h30 d'affrontement, le mausolée sera enfin détruit et les mauvais esprits chassés. Le village pourra retrouver la paix et la sérénité jusqu'à l'année suivante. Contrairement aux apparences, ce n'est pas une séance de piercing pour mettre ce rhinocéros à la mode, c'est tout simplement un moyen de sauvegarder l'espèce. Ils sont sur Terre depuis 50 millions d'années, mais aujourd'hui, ils sont plus que menacés. Les rhinocéros sont carrément en voie d'extinction. Le rhinocéros blanc est un animal qui est très menacé. Il en reste à peu près 8000 en Afrique et il y en avait plusieurs dizaines de milliers au début du siècle. Donc il est vraiment à la limite de la disparition et il a disparu de toute l'Afrique sauf l'Afrique australe. Le rhinocéros blanc est désormais l'une des plus rares des 5 espèces de rhinocéros. En fait, ils sont gris comme la majorité des rhinocéros. On dit blanc, en fait, c'est une déformation du sud-africain parce qu'ils ont une mâchoire qui est large. En fait, c'est white qui vient de wild, de large. 4 tonnes, 1,70 m au garrot, 40 ans de durée de vie, cet herbivore qui se nourrit de feuilles et de racines dispose sur sa gueule de cornes. Et c'est bien ça le problème. La corruption, la pauvreté, disons l'incitation économique, quand vous savez qu'un kilo de cornes de rhinocéros vaut 55 000 francs est tel qu'il est parfois difficile de les protéger et au moindre moment de relâchement, ils peuvent être abattus par des braconniers. C'est ce qui s'est malheureusement passé au Kenya. Alors pour tenter d'enrayer ce trafic à destination de l'Asie, où la poudre de rhinocéros est convertie en produit prétendument aphrodisiaque, voilà ce qu'au Kenya les scientifiques ont décidé d'expérimenter. Au bout de ce fusil, un somnifère. Une fois l'animal endormi, on perce sa corne à l'aide d'un foret, et dans l'orifice, on glisse une petite balise, un émetteur radio. En fait, ça a 3 intérêts. Le premier intérêt, c'est qu'on peut suivre les groupes de rhinocéros et mieux les surveiller, mieux les protéger des braconniers.
Le deuxième intérêt, c'est que quand, par malheur, un rhinocéros se fait braconner, bien sûr, les braconniers vont emmener la corne sans savoir qu'il y a un émetteur dedans. On peut retrouver les braconniers et démanteler ainsi la filière. Et il y a encore un troisième intérêt, on se sert aussi, disons, de la poudre de corne là, quand il est anesthésié, pour faire des études génétiques qui nous permettent de localiser les sous-populations de rhinocéros et après, quand il y a des cornes saisies en Asie, de savoir de quel pays ça vient. Donc ça permet de remonter là aussi les filières. Un coup de chignole dans la corne, est-ce douloureux? Non, pas du tout. Hein. C'est comme si on se coupait les cheveux ou si on se coupait les ongles. C'est de la kératine, donc c'est complètement indolore. Et en plus, le rhinocéros, bien sûr, il est anesthésié. Contrairement aux idées reçues, ce n'est donc pas de l'ivoire qui constitue la corne de rhinocéros, mais de la kératine. Cette protéine fibreuse, bien évidemment, sans nerfs. La bête ne ressent rien et ne se souviendra de rien. Il n'y a pas de phénomène de rejet, et donc il ne va pas faire un bip-bip continuel, donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et il va se servir normalement de sa corne hein, pour fouiner, pour chercher des racines, pour ouvrir son chemin, pour éventuellement faire fuir des congénères ou des prédateurs, enfin charger avec. Lui, il ne sentira pas de différence. Balisé, notre rhinocéros repart, il est désormais sous haute surveillance. Situation désespérée pour ce cheval, mais plus encore pour sa cavalière, coincée sous les 450 kg de l'animal. C'est au cours d'une paisible promenade que Sharon Burns et sa jument Twister ont chuté et se sont retrouvés coincés dans cet étroit fossé. Le choc a été violent, mais Sharon est restée consciente. Ardeshir Radpour montait lui aussi à cheval ce jour-là. Il est le premier à être arrivé sur les lieux de l'accident et à avoir prévenu les secours. Je ne la voyais presque pas. Je pouvais juste apercevoir son bras et une partie de son visage. Sharon n'a aucun souvenir de sa chute. Twister a reculé et je ne me rappelle pas être tombée. Je me suis tout à coup réveillée et j'étais coincée dans un ravin. Sharon va à peu près bien, mais pour Twister, les heures sont comptées. C'est très dur pour un cheval de rester sur le dos, parce que le volume de ses organes internes représente une masse importante. Et positionné comme il l'était, cela risquait de lui provoquer un arrêt cardiaque. Ses poumons étaient comprimés et cela rendait sa respiration difficile et extrêmement fatigante. Mais les minutes passent et tandis que Sharon est toujours prisonnière, Twister s'impatiente et s'agite de plus en plus. Ce qu'il faudrait faire, c'est de sortir le plus vite possible pour éviter ce genre de choses, par exemple. Ça, c'est vraiment la première chose à faire, c'est ça, c'est d'éviter ça. Donc la première chose à faire, c'est d'entraver le cheval des 4 pieds. L'idéal, c'est de réunir les 4 pieds le plus vite possible avec une simple courroie, ce qui fait qu'il n'y a plus de risque pour la personne qui est en dessous. Elle risque plus de se faire marteler par le poids. Mario Loracci est cascadeur équestre, spécialiste des dressages difficiles. Il a participé à 380 films. Ce qu'il faut faire dans ces cas-là, la chose, c'est neutraliser d'abord les antérieurs, plus les postérieurs. C'est-à-dire que si vous avez les postérieurs de cette façon-là, je les attache les uns aux autres. Avec 4 longes, et vous prenez une longe beaucoup plus courte. Si chacun tire d'un côté, vous évitez tous ces mouvements-là. Mais les sauveteurs n'ont pas l'habitude des chevaux. Pour tenter de libérer Sharon, ils vont essayer de retourner l'animal et de le remettre sur ses jambes. Écoutez-moi bien, il faut que l'on soit assez nombreux pour le soulever et le faire pivoter. Pour éviter que Twister ne remue trop et ne blesse sa cavalière, les sauveteurs lui injectent un tranquillisant. Des sangles sont attachées à l'encolure et aux pattes du cheval afin de le soulever, d'empêcher qu'il ne glisse et n'écrase Sharon. Twister se redresse et Sharon est enfin libre. Pendant qu'on maintient sa jument, elle est hissée hors du fossé. Tout à coup, je pouvais enfin respirer. Je n'avais plus le goût de la boue dans la bouche. Je n'étais plus compressée dans un espace réduit. C'était bien de pouvoir respirer de l'air frais de nouveau. Étonnamment, Sharon va bien et garde son sang-froid. On l'installe sur un brancard, puis elle est transportée vers l'hôpital en hélicoptère. Sylvia Führer est une spécialiste des relations entre les hommes et les chevaux. Elle enseigne en France la méthode des fameux chuchoteurs basée sur le respect mutuel et la domination. En visionnant ces images, elle a été particulièrement marquée par l'attitude d'Ardeshir. Lorsqu'un cheval est impliqué dans un accident comme ici, il faut surtout rester calme. Il ne faut pas transmettre la peur de soi-même dans le cheval. Et le sauveteur, le premier qui est venu, il a réagi vraiment très très bien, comme probablement rarement. Il était calme, il a pensé avant de réagir et il a fait ce qu'il fallait. Mais Twister est toujours au fond du ravin.
Droguée, fatiguée, la jument est à bout de souffle. Pour mettre fin à son cauchemar, les sauveteurs décident d'utiliser un hélicoptère. Pour sortir le cheval du trou, s'ils n'avaient pas fait plein de piqûres au cheval, c'est-à-dire qu'ils ne l'avaient pas abruti comme il est devenu abruti, parce qu'après il n'a plus la force de rien, le pauvre vieux. Donc c'est casser, comme c'est du terrain meuble, avec une pelle, vous cassez toute la partie comme une espèce de rampe, quoi, tranquillement. Et puis après, toujours avec le licol, vous prenez toujours avec le licol là et vous soulagez le cheval en tirant par l'avant à plusieurs personnes. On l'emmène devant le trou et on arrive à le faire sortir du trou, quoi. Même si les sauveteurs n'ont pas choisi la même option, Twister est néanmoins transporté dans les meilleures conditions de sécurité. Quelques jours plus tard, elle est totalement rétablie. Le cheval, il a vécu avec elle dans sa dernière minute qu'il avait déjà prévu que ça pouvait être sa mort. Il n'oubliera jamais ça, et elle non plus. Parce qu'elle, elle a vécu la même chose, plus fort, parce qu'elle était consciente. C'est une liaison qui est plus forte que n'importe quelle corde dans le monde du cheval. Elle a toujours été ma jument préférée. Maintenant plus que jamais. Vraiment. Aujourd'hui, Twister est à la retraite et Sharon continue ses promenades à cheval en compagnie désormais d'Ardeshir. Ces pompiers pensaient combattre un petit incendie, ils ont dû faire face à une grosse explosion. Pennsylvanie, États-Unis. Un incendie ravage cette maison située dans un quartier résidentiel. Sur place, les pompiers sont déjà à pied d'œuvre pour maîtriser les flammes. Une première équipe parvient à pénétrer à l'intérieur malgré une épaisse fumée. Robert Edmonston, lui, grimpe sur une échelle, extincteur à la main. Plusieurs voisins se sont rassemblés pour filmer l'intervention des secours, mais soudain, c'est l'explosion. Curieusement, le pompier Edmonston n'a absolument pas bougé. Mais surtout, il n'a pas eu le temps de réaliser ce qui venait de se produire. Quand les vitres ont volé en éclats, j'ai cru que c'était un retour de flamme. En fait, c'est une bouteille d'oxygène qui a explosé. Je suis plutôt assez content d'avoir bien placé mon échelle, car si elle avait été devant l'une des fenêtres, j'aurais été projeté sur la route. Dans la panique, les propriétaires de la maison ont oublié de signaler la présence d'un appareil d'assistance respiratoire. Robert Neff, lui, était à l'intérieur et il a ressenti l'explosion plus violemment. Le souffle a été d'une force incroyable. Il nous a carrément projetés à travers la porte. C'est comme si un bulldozer nous avait percutés à 90 km/h. On ne pouvait strictement rien faire. Par bonheur, il n'y a eu aucun blessé. Malgré cet incident, les pompiers se sont remis au travail. 2 heures plus tard, l'incendie était totalement circonscrit. David Sims est prisonnier sous cet engin de 2 tonnes. Il risque la noyade, il faut faire vite. Nous sommes à Naples, dans les marais de Floride. C'est le seul endroit au monde où sont organisées des courses de swam buggy. Les swam buggy, ce sont ces étranges machines, mi-camion, mi-bateau, conçues pour la chasse à l'alligator. Pour nous en parler, nous avons rencontré André Pierné, journaliste et réalisateur. Il est en France l'un des rares spécialistes de cette discipline. C'est le genre d'engin qu'on n'aimerait pas rencontrer le soir au coin d'une rue. Hein. C'est de 2,50 m de haut, 5 mètres de long, 2 tonnes, un bruit d'enfer, des moteurs V8 à échappement libre. C'est vraiment très impressionnant. Mais les courses de swam buggy seraient presque des promenades de santé s'il n'y avait pas les baignoires. Ce circuit qui fait donc 1,6 km est truffé de ce qu'on appelle des baignoires. C'est-à-dire, il n'y a aucun repère sur le bord de la rive. Tout d'un coup, il y a un trou de 1,30 m sur 10 mètres de long. Et imaginez 4 buggy partant à 100 km/h, une gerbe d'eau de hauteur d'environ 30 mètres, avec 100 mètres de boue pulvérisée derrière, qui arrive à fond les manettes devant le trou qu'il doit précisément détecter avant de tomber dedans, car là, il doit tout réduire, sinon le moteur explose. Il roule comme il peut au fond, et il ressort, remet la gomme, et recontinue à 100 km/h en attendant le prochain trou, etc. Le premier des 3 ou des 4 sélectionnés fera la finale. Ce jour-là, David Sims en haut de l'écran et Léonard Chesser au milieu sont en finale. Leur monstre de 700 chevaux s'élance sur le marais, mais dès le premier virage, c'est l'accident. L'engin de David s'est retourné. Il est maintenant piégé sous sa machine, totalement immergé dans l'eau et dans la vase. Alors voilà, là on voit très bien que celui qui est à l'extérieur va mordre vers la berme, donc va être déséquilibré par celui du centre qui l'a poussé un petit peu là-bas. La roue prend un mauvais angle, fait basculer l'ensemble du swam buggy qui fait 2 tonnes, je le rappelle, et le pilote se retrouve dans la baignoire, la tête en bas, dans 1,60 m d'eau boueuse. Les secondes passent et David ne donne toujours aucun signe de vie. Les commissaires de piste et les coéquipiers se précipitent vers lui.
Les premiers secouristes parviennent difficilement à faire bouger la machine. Son buggy n'a ni cellule de sécurité ni réserve d'air. Il faudra 15 personnes pour soulever l'engin. Après 40 secondes d'angoisse, David est enfin libéré. Mais s'il est resté si longtemps sous l'eau, ce n'est pas parce qu'il a perdu connaissance. Les sangles qui attachent les pilotes sur leur siège sont des sangles type aviation. Mais il faut penser à une chose, c'est que malgré la chaleur extérieure, ils ont les doigts crispés sur leur volant. Donc le temps de dégourdir, de réaliser la position, de mettre les mains sur son ventre, de chercher les boucles qui sont déjà humidifiées, tendues par l'eau, ça demande un certain temps et il faut beaucoup de sang-froid pour en sortir. Du sang-froid, David n'en manque pas. Ni de chance d'ailleurs, puisque ce jour-là, il ne s'est cassé qu'un orteil. Ce ne sont ni des acrobates ni des cascadeurs, mais tout simplement des jockeys d'obstacles, prêts à tout pour franchir en vainqueur le poteau d'arrivée. Si vous passez à Pau tôt le matin, vous pourrez assister à ce rituel quotidien. Ici, 8 heures par jour, les jockeys montent des pur sang spécialement entraînés aux courses d'obstacles. L'obstacle, une discipline exigeante pour un métier à risque qui ne laisse aucune place à l'improvisation. Un jockey d'obstacles tombe régulièrement 1 à 2 fois pour 10, 15 montes. Pour un jockey de plat, c'est une chute toutes les 300 courses. Et des chutes spectaculaires, violentes, à plus de 60 km/h en moyenne. C'est vrai que ce métier de jockey d'obstacle est très dangereux. C'est vrai qu'au départ, la plupart qui font ce métier sont casse-cou dans l'âme. Aiment la vie, aiment le sport, les sports de vitesse, les sports dangereux. Mais dans la pratique de leur profession, ils font très attention. Et sur les 500 jockeys d'obstacles français qui disputent au total tous les ans plus de 2000 courses, il existe un cas, une exception. Son nom, Christophe Pieux. Christophe Pieux, c'est le Saint-Martin de l'obstacle. En obstacle, Christophe Pieux a tout gagné. Il a une dizaine de cravaches d'or, plus de 1000 victoires. Mais à quel prix? Pour s'enorgueillir d'un tel palmarès, Christophe Pieux ne compte plus ses chutes. Il faut dire qu'il prend tous les risques. Résultat, de multiples fractures. Le nez, par exemple, cassé 9 fois. Il doit avoir une trentaine de fractures. C'est-à-dire, bon, que ce soit la clavicule, nez, les doigts, les poignets. Mais attention, ne le traitez surtout pas de casse-cou. Casse-cou, non. Pourquoi être casse-cou? Bon, c'est sûr que c'est un métier à risque, on prend beaucoup de risques, mais enfin, c'est comme un cascadeur, hein. Tout est calculé, on ne le fait pas n'importe comment. C'est sûr, il y a du risque à chaque fois qu'il monte, mais je pense qu'il ne faut pas y penser et il faut vivre avec la gagne, quoi, de dire il va gagner et non pas il va tomber. Moi, je ne peux pas vivre comme ça. Ni secret ni tactique. Christophe Pieux n'a qu'une seule technique pour gagner, être le premier du peloton. Alors forcément, parfois, on passe vraiment tout près de la catastrophe. C'est une chute où on peut vraiment se faire mal. C'est une haie qui est en plein tournant. Donc les chevaux sont tassés tous les chevaux sont regroupés vers la corde. Et là, bon, en plus, je suis dans les chevaux de tête et je pars en avant. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a le peloton qui est juste derrière. Et comme on est tous tassés, on est tous vers la corde, bon, ben, les 3/4 des chevaux ne peuvent pas vous éviter. Chute mais exploise aussi. Si Christophe Pieux est la star des hippodromes, c'est surtout pour ses talents d'équilibriste. 2 exemples, 2 courses, 2 rattrapages inespérés. Alors vous voyez, là, le cheval se néglige complètement sur l'obstacle. Il veut partir et au dernier moment, il décide de ne pas partir. Et il se jette. Moi, je pars sous l'encolure et par chance, bon, ben, je me suis remis dessus. La dernière frayeur que j'ai eue, c'était avec Reine Elodie le 15 mars à Auteuil. Ça s'est passé sur le plus gros obstacle, celui qu'on appelle le rail ditch. Et la jument, elle est arrivée dessus franchement et au dernier moment, elle a eu une petite hésitation. Elle a voulu le tutoyer et la jument est passée et moi, je suis passé sous l'encolure. Et j'avais le choix, ou remonter à droite ou remonter à gauche, vu que j'étais vraiment en dessous. Et tant bien que mal, j'ai réussi à me remettre à cheval. Et des rétablissements miraculeux, il en a réussi des dizaines comme celui-là, avant généralement d'enlever la victoire ou de terminer placé. Bon, heureusement que ça ne se passe pas à chaque fois mal. Vous savez, sur le nombre de courses qu'on monte, il y en a que ça se passe très très bien. Bon, ben, de temps en temps, ça se passe pas trop bien. Rien ne l'arrête. Rien ne l'arrête, il est costaud, j'ai pas mal. À 32 ans et père d'un enfant, Christophe Pieux n'a pas l'intention de mettre un terme à sa carrière. Cravache en main, du haut de son 1,65 m, il est décidé à marquer à tout jamais l'histoire du turf français et pourquoi pas celle du turf mondial.
Ne vous fiez pas aux apparences débonnaires de ces babouins, ce sont de véritables pirates de la route. Cette région d'Afrique du Sud est confrontée à un problème de délinquance plutôt surprenant. Les coupables, ce sont ces singes, et grâce à une équipe de télévision, vous allez constater qu'il s'agit d'un gang très organisé. Lui, c'est l'éclaireur. À son signal, toute la tribu se précipite pour barrer la route aux automobilistes. Ces babouins ne reculent devant aucun obstacle. Pour impressionner et racketter leurs victimes, tous les moyens sont bons. Et parfois, ces dernières n'opposent aucune résistance. Et lorsqu'ils trouvent par bonheur un véhicule inoccupé, les babouins n'hésitent pas à y pénétrer et à s'y installer tranquillement. Rien ne les décourage, rien ne les effraie. Ils n'ont qu'une obsession, se nourrir sans trop se fatiguer. Ces petits malfrats ne se contentent pas de braquer les touristes. Ils s'introduisent aussi chez les habitants de la région. Une fenêtre ou une porte ouverte, c'est pour eux une invitation à dîner. Une situation qui peut paraître sympathique, mais qui est en réalité plutôt inquiétante en raison du nombre grandissant de ces voleurs à la tire. La cohabitation forcée entre les hommes et les singes est la conséquence directe de l'extension des villes. Le territoire des babouins se rétrécit de plus en plus et leur survie est tributaire de la générosité de leurs voisins. Malgré sa patte cassée, ce jeune koala a retrouvé son arbre. Nous sommes dans la patrie des koalas, en Australie. Ce jeune marsupial s'appelle Noël. Comme tous ses congénères, il se nourrit exclusivement de feuilles d'eucalyptus. Noël a chuté en tentant de passer d'une branche à une autre et il s'est brisé la patte. Il est tombé de l'arbre. Et comme vous pouvez le voir, c'est là que l'os s'est cassé. Nous avons placé une broche afin de ressouder les deux parties de l'os. L'opération a été un véritable succès. Après quelques jours de convalescence, à l'infirmerie de cette réserve pour koalas près de Sydney, il est temps de reconduire Noël dans son enclos. Une dernière fois, on lui refait son bandage. Ça va déjà mieux. T'es vraiment un battant, hein. Allez, on va te remettre sur pied. Allez, viens, on va se promener. Il faut que tu retournes dans ton arbre. C'est le moment pour Ken Burnett de ramener Noël auprès de son arbre qu'il n'aurait jamais dû quitter. Allez, vas-y. Le petit convalescent tend les pattes vers son arbre. Il est de retour chez lui.